Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Jean Quatremer, un non politique. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste correspondant de Libération à Bruxelles depuis pas mal d'années. Et puis, vous venez de sortir un livre sur l'Europe. C'est un guide à l'usage des eurosceptiques. On en reparlera dans le courant de l'émission. Mais tout d'abord, je voudrais parler avec vous de ce qui se passe ce soir, ce fameux débat Macron-Le Pen, débat important. Est-ce que c'est un débat entre un eurolâtre et une eurosceptique ? Je ne dirais pas entre un eurolâtre et un eurosceptique, parce que eurolâtre ne veut rien dire. C'est entre un Européen et une europhobe. On va clairement dire les choses. En fait, c'est deux visions du monde qui s'affrontent ce soir. Et c'est une clarté totale. C'est-à-dire vous avez d'un côté un républicain, de l'autre une néo-fasciste. Vous avez quelqu'un qui est fermé, qui veut fermer son pays, qui veut quitter l'Union européenne. De l'autre, quelqu'un qui est ouvert sur l'Europe, ouvert sur le monde. D'un côté, quelqu'un qui rejette la différence, la diversité, de l'autre quelqu'un qui accepte la diversité, la différence, et donc c'est vraiment deux visions du monde, un monde fermé, enfin des États-nations fermés sur eux-mêmes, et de l'autre ouverts sur le reste du monde. Et aussi, quelque part, Le Pen représente aussi cette France qui se veut, ce qu'elle dit, en tous les cas, une France qui se sent oubliée, une France qui est peu diplômée, une France qui n'a pas vraiment bénéficié de l'Europe et de la mondialisation, alors que Macron, lui, représente davantage cette France qui réussit. Et cette France qui réussit, elle est majoritaire en réalité, mais on n'en parle jamais. On dit la France d'en haut, mais non, il n'y a pas de France d'en haut, de France d'en bas. Il y a une France qui est formée, une France qui est adaptée au monde tel qu'il est aujourd'hui, ce monde de 7 milliards d'habitants, et une France qui n'a pas su prendre ce virage-là. Et on ne peut pas dire qu'il y a une France de l'optimisme, ceux qui croient que ça va s'améliorer et ceux qui croient que ça va aller de plus en plus mal. Tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, on retrouve... Ce qui est assez amusant d'ailleurs en France, c'est que la France est le champion mondial du pessimisme. Quand vous regardez les enquêtes qui sont faites, à travers le monde, on s'aperçoit qu'on a un niveau d'optimisme collectif qui est proche de celui du Zimbabwe. Et donc la plupart des pays africains qui quand même souffrent infiniment plus que la France ont une vision de l'avenir beaucoup plus positive. Mais lorsqu'on pose la question individuellement à chaque Français, et vous, votre situation, est-ce qu'elle est bonne? La réponse à chaque fois est « Ah oui, moi ça va très bien, mais je pense que la situation ensemble est mauvaise ». Donc c'est très curieux, c'est le récit collectif français qui, à mon avis, a sombré dans un négativisme qui a fait le lit du Front National. Un récit collectif, par exemple, qu'on ne retrouve pas en Belgique. En Belgique, on vante la réussite. On n'entend pas parler de la Belgique d'en haut, de la Belgique d'en bas, en dehors de la Flandre et de la Wallonie, évidemment. Mais en dehors de ça, il n'y a pas ce discours misérabiliste permanent dans la bouche de vos hommes politiques. Est-ce que c'est pas parce que vous faites partie de l'oligarchie, des médias, ce qu'on appelle les médiacrates? Je suis un médiacrate heureux. Eh ben oui. Oui, non, mais attendez, moi je refuse de tomber dans le misérabilisme. Je suis désolé de dire que on a l'impression qu'aujourd'hui de faire partie de l'élite, d'être un intellectuel, c'est mal. Ça, c'est le début du fascisme. Non, moi je suis très content. J'ai fait des études, j'ai eu la chance extraordinaire d'appartenir à un milieu qui m'a permis de faire des études, qui fait que j'ai eu une vie que j'ai construite et j'ai réussi. Et alors? Eh bien oui, je suis un médiacrate, je fais partie de ces gens qu'on écoute, qui ont une certaine influence, mais il y en a d'autres, et je n'en ai pas honte. Je veux dire que cette façon qu'on a, et en Belgique, ça, en Belgique francophone, je le vois, de battre sa coupe en disant « je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien », c'est fatigant. Je veux dire... Il faut assumer, quoi. Il faut assumer, je veux dire. Vous n'allez pas vous faire passer pour un crétin alors que vous êtes un intellectuel, vous n'allez pas vous faire passer pour quelqu'un qui échoue dans sa vie alors que vous avez réussi votre vie, quelqu'un de malheureux alors que vous êtes heureux. Ouais, je suis heureux. Ouais. Vendredi, on avait sur notre plateau de M François Durper, qui est un politologue et qui a fait une BD avec Marine présidente. Alors lui, il disait... Fantastique. Super BD, mais il disait Marine est la favorite. Est-ce qu'il a raison ou bien c'est un suspense pour faire peur? Moi, je ne pense pas que Marine est la favorite. Je veux dire que là, les sondages quand même, c'est 40-60. Franchement, on n'a jamais vu quelqu'un qui remonte de 20 points, enfin 10 points. 10 points oui, 10 points. Mais 10 points, c'est énorme. Je veux dire que ça un déplacement du corps électoral de près de 6 millions de personnes. Il ne faut pas exagérer. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Vous ne croyez pas que certains iront à la pêche, justement, en disant de toute façon, c'est plié pour Macron? Mais c'est en tenant compte justement de l'abstention, etc. Donc vraiment, il faudra un cataclysme pour qu'elle soit élue dimanche. Je n'y crois pas une seconde. Alors parlons d'Europe. Donc dans votre livre, je rappelle son titre, c'est Les salauds de l'Europe, guide à l'usage des eurosceptiques chez Kalman Levy. Alors vous allez fort parce que vous dites du mal de l'Europe telle qu'elle fonctionne, mais vous êtes quand même quelqu'un qui aimait l'Europe. Alors tout d'abord, pourquoi rappeler absolument ce rôle du Conseil européen, comme si on oubliait que ce Conseil européen existe. Le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, ouais. Donc c'est parce que simplement je veux rappeler une chose simple, c'est quand on parle de Bruxelles a décidé ou on dit la Commission a décidé, ça n'est pas vrai.
tout ce qui se fait à Bruxelles est décidé par les États, c'est-à-dire par nos gouvernements qui statuent à l'unanimité. Rien ne se fait à Bruxelles sans que la France, l'Allemagne ou la Belgique, pour prendre les 3 pays voisins, eh bien, ne le veuillent. La Commission ne décide de rien. Le Conseil européen, c'est l'alpha et l'oméga, c'est le Dieu tout-puissant de l'Union européenne. Il faut se mettre ça une bonne fois dans le crâne. C'est-à-dire que lorsque un gouvernement, lorsque Charles Michel vient parle à la télévision et dit « Ah ben c'est pas moi, c'est Bruxelles qui nous impose ceci », ça n'est pas vrai. C'est lui ou ses prédécesseurs qui ont accepté des normes et qu'il est ensuite obligé d'appliquer. Le dumping social, par exemple. Mais le dumping social, c'est très intéressant. On dit « Oui, il n'y a pas d'Europe sociale, c'est scandaleux ». Oui, mais simplement parce que les États n'ont pas donné de compétences sociales à l'Union européenne, sauf sur des petits points et à la marge, mais n'ont pas donné la possibilité à l'Union européenne d'harmoniser, par exemple, les salaires, les prestations sociales, les systèmes de sécurité sociale. Pourquoi ils ne l'ont pas donné ? Mais parce qu'ils trouvent ça très pratique de laisser à l'Europe ce qui fait mal, par exemple la concurrence, le contrôle des aides d'État, et de garder, eux, le miel, distribuer les aides sociales, s'occuper de la sécurité sociale, etc. C'est fantastique. Donc il n'y aura jamais d'Europe sociale, finalement. Si les États ne le veulent pas, non. Mais si les citoyens ne poussent pas leurs États et leurs gouvernements à vouloir l'Europe sociale. Est-ce que ce ne serait pas plus démocratique, finalement, qu'on gouverne par référendum ou avec un Parlement vraiment souverain en Europe ? Alors, c'est 2 questions différentes. C'est-à-dire que le référendum, c'est la démocratie directe. Il faut, moi, je suis un adversaire de la démocratie directe. Pourquoi ? Parce que y a une montée des hystéries, généralement à la veille du scrutin, et on tranche à 50% plus une voix des questions fondamentales. L'exemple du Brexit, c'est fascinant. C'est qu'on a décidé de sortir de l'Union européenne, ce qui est un cataclysme sans nom pour les Britanniques, pas tellement pour nous, à 50+1, alors qu'il leur faut 2/3 des voix au Parlement quand on veut modifier la Constitution, parce qu'on estime qu'on engage l'avenir des générations futures. Là, d'un seul coup, on aurait un peuple qui serait sage, mais alors des gens qui n'ont... dire que tout le monde déciderait, comme ça, le peuple qui n'a pas quelqu'un qui ne connaît rien au droit, qui n'a jamais fait d'économie, qui n'a jamais lu le traité, etc., aurait la sagesse, brutalement, de décider de l'avenir de l'ensemble de son pays. Et donc ça, le Parlement souverain, alors ? Alors, le Parlement, autre chose, c'est une autre question, c'est que le Parlement, aujourd'hui européen, au niveau de l'Union européenne, il a le même pouvoir que le Conseil des ministres, le Conseil des ministres qui décide à la majorité qualifiée. Donc il n'y a pas de problème aujourd'hui de contrôle démocratique au sein de l'Union européenne. En revanche, il y a un problème de représentativité du Parlement européen. Parce qu'en réalité, comme chaque élection européenne a lieu dans chaque État membre, en fait, vous avez plutôt 28 petits parlements qui siègent côte à côte. Il faut en sortir de ça. Il faut qu'il y ait des vraies règles élections. pour tout le monde. Non, il faudrait une circonscription européenne, que ce soit les partis politiques européens qui désignent la composition des listes électorales, donc des futurs députés, qui sera député ou pas, donc des gens qui ont vraiment travaillé et qui ne sont pas redevables à leurs partis politiques nationaux, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on envoie les recasés, les refusés du suffrage universel national, on les envoie à Bruxelles. C'est ça qui se passe en réalité. Et surtout, une meilleure représentativité. Je veux dire qu'aujourd'hui, il faut 900 000 Français pour élire un député, 900 000, et il faut 20 000 Maltais. Il y a un problème. C'est injuste, oui. Alors, vous allez assez fort sur le pantouflage, les salaires mirobolants, les régulations qui n'en sont pas. Et un autre exemple, vous dites que Marianne Thyssen ne sert à rien. Marianne Thyssen, oui, c'est dur. Pourquoi parce qu'elle est commissaire aux affaires sociales et l'Europe n'a pas de compétences sociales. Elle a quelques compétences, par exemple, sur la sécurité au travail, sur des choses comme ça. Il n'y a pas besoin d'un commissaire. Il n'y a pas besoin d'un commissaire payé 20 000 € par mois pour faire ça. Il y a besoin. Aujourd'hui, la commission, c'est 28 commissaires. Il y a donc un commissaire par État membre. Ouais. Et donc, il faut arrêter avec ça. Il faut 10 commissaires. Il y a du travail pour 10 commissaires. Il faut supprimer la plupart des directions générales parce que la commission fait semblant. Donc, quand vous avez une commissaire aux affaires sociales, quand vous avez une direction générale affaires sociales, qu'est-ce que pensent les gens tout à fait naturellement ? C'est qu'au fond, l'Europe a des compétences sociales. Et donc, ils sont frustrés. Ils disent, mais pourquoi mon usine ferme ? Pourquoi les Polonais viennent faire concurrence à la Belgique alors qu'ils n'ont pas le même niveau de cotisation sociale, etc. Mais que fait l'Europe ? Il faut sortir de ça. Cette hypocrisie générale. Et la Commission en est la première responsable. Elle fait croire que
alors qu'elle n'a aucune compétence. Elle se fait mousser, finalement. Un peu. Elle se fait mousser, elle trouve ça très bien, parce que plus elle fait croire que, plus elle se donne de l'importance, mais le problème, c'est qu'elle nuit à l'idée européenne. En tout cas, je vous recommande la lecture de ce livre, parce que c'est vraiment, on apprend plein de choses. Mais je voudrais quand même terminer avec vous sur l'image de Bruxelles. C'est vous qui avez parlé à une époque de Bruxelles poubelle. Et il y a Pas belle. Pas belle. Pas belle. Et donc, tout un débat là-dessus avec notamment Fadila Lanan. Que pensez-vous aujourd'hui de Bruxelles? Est-ce que Bruxelles s'est améliorée? Est-ce que le fait de distribuer des schtroumpfs un peu partout dans toutes les capitales européennes, est-ce que ça améliore l'image de Bruxelles? Non, franchement, depuis... cet article est sorti en 2013, Bruxelles pas belle. Est-ce que les choses se sont améliorées ? Pas véritablement, parce que tout simplement, ce sont les structures administratives de cette ville qui font que la ville est dysfonctionnelle. Quand je vois qu'aujourd'hui, on vient d'accorder un permis de démolition pour un bâtiment art déco qui est situé près du musée de la bande dessinée à Bruxelles-Ville, ça montre que les édiles de cette ville n'ont rien compris. Je viens de découvrir encore qu'il y avait un autre bâtiment historique qui allait être démoli. C'est-à-dire que l'urbanisme n'est toujours pas pensé. Regardez le piétonnier, je veux dire, rien n'a bougé en l'espace de 2 ans et on attend le début des travaux dans 2 ans parce que soi-disant il y a des recours. Il fallait un peu penser en amont. Donc voilà, on a affaire à des gens qui sont incompétents, qui ne comprennent pas et ça ne bougera pas tant qu'on aura cette structure des 19 communes avec chacune de leurs compétences. Vous êtes d'accord avec les Flamands en fait? Ah mais moi je suis... Alors sur Bruxelles, je suis totalement d'accord avec les Flamands et il faut sortir de cette hystérie anti-flamande en disant oui, si on fusionne les communes, ils vont avoir droit à 20% des sièges dans toutes les communes. Oui, et alors, vous faites partie du même pays que je sache. Ou alors, si vous ne voulez pas de Flamands à Bruxelles, eh bien allez, on scinde la Belgique. Pour clôturer, Jean Quatremer, vous êtes le Schtroumpf grognon ou le Schtroumpf à lunettes? Le Schtroumpf grognon. Un journaliste doit forcément être grognon, car un journaliste qui n'est pas grognon n'est pas journaliste à mon avis. Merci Jean Quatremer, on se retrouve demain avec notre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.